Alors on va s'intéresser maintenant au cœur du problème, c'est-à-dire le calcul du moment d'une force, puisque comme pour la relation fondamentale de la dynamique, nous avions deux étapes, l'inventaire de toutes les forces qui s'exerçaient sur le système et ensuite l'écriture de l'équation différentielle qui résultait de la projection de la relation fondamentale de la dynamique selon différents axes, en faisant attention de traduire l'accélération grâce à la cinématique dans le bon système de coordonnées. Là, on a vu comment calculer le moment cinétique. On verra comment calculer la dérivée du moment cinétique puisque c'est elle qui va intervenir dans le théorème du moment cinétique. Et de l'autre côté, on a l'aspect dynamique qui va être donné par les moments des forces. Donc, il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'un moment d'une force, et bien sûr dans l'idée que ça va être utile par la suite pour le fameux théorème du moment cinétique, et que ça va nous donner comment va varier le moment cinétique au cours du temps par application de toutes ces forces. Donc, on va noter M, comme ça, un grand beau M. Donc le moment de la force en A, c'est un vecteur. Donc il va falloir mettre une flèche dessus et puis il va falloir préciser de quelle force on parle. Donc c'est le moment en A de la force F. Ça c'est pour l'explication de la notation. Et ce moment en A de la force F va s'écrire AM vectoriel F avec M le point d'application de votre force F. Point d'application de F. Donc ça, c'est la définition. Vous voyez que c'est très similaire à la définition du moment cinétique où on avait du AM vectoriel MV. Je vous rappelle que MV c'était la quantité de mouvement, que la dérivée de la quantité de mouvement c'était les forces, et bien là on va dire que la dérivée du moment cinétique va être liée directement au moment d'une force, donc il y a quelque chose qui se ressemble, et d'ailleurs dans la démonstration qu'on pourra voir au passage, ça permettra de s'y retrouver, mais en tout cas à bien retenir, les définitions sont quasi identique, c'est AM vectoriel quelque chose. Pour le moment cinétique, c'est AM vectoriel la quantité de mouvement. Pour le moment d'une force, c'est AM vectoriel la force, avec M qui doit être le point d'application de la force F. Et donc pas oublier le petit vecteur, parce que notre force, c'est une force vectorielle, bien entendu. Alors pour calculer le moment d'une force, bien entendu, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà vu sur le produit vectoriel, on l'utilisera, mais il y a une technique particulière qu'on appelle technique du bras de levier. Alors, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on utilise de manière pratique quand on veut essayer de démultiplier l'effet qu'on a sur la rotation d'un objet. On va se placer à un bras de levier qui est le plus grand possible. Et cette technique du bras de levier, eh bien, il faut pouvoir l'utiliser et la mettre en pratique très rapidement. Alors, je vais vous donner des exemples. Et sur ces différents exemples, donc à chaque fois, j'ai mon vecteur AM qui va être le même. Et on va s'intéresser aux forces qui s'exercent. Oups, c'est M. Donc on va s'intéresser aux forces qui s'exercent en M. Je vais en mettre une comme ça, une bien gentiment perpendiculaire et une comme ça. Donc qu'est-ce que c'est le bras de levier ? Le bras de levier, vous prenez votre force, vous continuez sa course, donc on met des petits tirets comme ça d'un côté ou de l'autre. Donc il y a ce qu'on appelle la direction du vecteur force par rapport au point d'application M. Et bien le bras de levier, ça va être la distance minimale de cette droite qui porte la force F par rapport au point qui nous intéresse. Donc là, par exemple, on va noter cette distance-là, c'est A. Alors, quand vous avez un angle droit, ici, pour ce deuxième exemple, le bras de levier, ça va être directement la distance qui est ici. Ça va être relativement simple. Et là, vous avez votre système avec le bras de levier qui va être dans cette direction-là. Pourquoi est-ce que c'est intéressant cette notion de bras de levier ? Parce que vous allez naturellement avoir que la norme de la force
du moment de la force F par rapport à A, ça va être le bras de levier que multiplie la norme de la force. Et donc, si vous voulez que votre force soit efficace pour réussir à faire tourner quelque chose, il faut maximiser le bras de levier. Et donc, si vous voulez faire tourner ce machin-là de manière le plus efficace possible, il faut que la force soit avec un bras de levier le plus grand possible. Si j'appuie dans ce sens-là, ça va pas être efficace pour faire tourner mon crayon. Si je tire, ça va pas être efficace. Si je tire de travers comme ça va être, mais moins efficace. Vous voyez que le bras de levier, il est ici, il est moins important que si j'appuie dans cette direction-là. Et là, vous voyez que j'aurai le plus d'effet. C'est la même chose quand vous ouvrez une porte. Prenez la porte de votre chambre et regardez d'ailleurs, je vais ouvrir la porte au chat, puisque le chat râle. Et pour ouvrir la porte, j'essaye de maximiser le bras de levier correspondant à cette porte. Vous avez les gonds qui sont sur la partie droite de la porte et je vais exercer une force perpendiculairement. Si j'exerce une force dans ce sens-là, ça ne va pas être efficace. Mais si j'essaie de maximiser le bras de levier, et c'est pour ça que les poignets sont toujours à l'opposé des gonds au niveau des portes, parce que s'ils étaient du même côté que les gonds, ça diminuerait d'autant le bras de levier et donc l'efficacité de la force que vous exercez pour réussir à faire ouvrir. Vous pouvez exercer la même force, l'efficacité pour réussir à faire tourner la porte sur ces gonds va être beaucoup moins importante. Et c'est pour ça que quand vous essayez de faire tourner quelque chose, vous allez essayer de prendre un bras de levier le plus grand possible. Quand vous avez une pince avec un écrou, par exemple, vous allez vous mettre le plus éloigné possible pour exercer avec une même force, un moment de force qui soit le plus grand possible. Donc, dans tous les cas qui sont signalés ici sur votre exemple, vous avez que la norme du moment de la force va s'écrire à le bras de levier fois la norme de la force. De la même manière, si je reprends mes trois exemples avec mes trois vecteurs AM, mais que cette fois-ci je vais exercer une force dans l'autre sens, donc F comme ça ou comme ça, à ce moment-là, je peux recalculer les bras de levier correspondants. De nouveau, il faut juste que je continue les forces, les droites de force qui sont associées. Pour le dernier exemple, vous voyez que l'endroit où je passe le plus proche possible du point A, c'est ici du côté dans la partie supérieure. Pour la partie quand c'est perpendiculaire, vous avez là où ça maximise votre bras de levier, puisque vous ne pouvez pas être plus loin du point A que le point M. Et ici, l'endroit le plus proche va être à ce niveau-là. Donc, dans les trois cas, vous avez de nouveau que la norme de votre moment de la force par rapport au point A, c'est le bras de levier petit a que multiplie la norme de la force. Alors, il y a quand même un truc intéressant, c'est que quand on regarde les exemples qui sont proposés, par exemple cet exemple-là, vous avez que votre force, globalement, étant donné qu'elle s'exerce dans ce sens-là, elle va avoir tendance à vous faire tourner dans le sens trigonométrique. Alors qu'au contraire, cet exemple-là, vous avez une force qui s'exerce vers le bas et donc aura tendance à vous faire tourner dans le sens horaire. Donc si ce qui vous intéresse, ça n'est pas forcément le sens, ça n'est pas forcément juste la norme du moment de la force, mais aussi le sens dans lequel ce moment s'exerce, vous pouvez regarder vous pouvez regarder le moment par rapport à l'axe delta qui passe par A. Donc la projection de ça par rapport au vecteur K là qui monte. Donc je prends un axe qui à chaque fois monte au-dessus du point A dans tous les exemples qui sont ici. Donc si ça c'est mon axe delta qui monte et qui passe par A, la projection du moment cinétique, parce que de la même manière que on a défini la projection du moment de la force en A sur un axe va s'appeler
simplement le moment scalaire de la force sur cet axe, et de la même manière que pour le moment cinétique, on va dire que c'est le moment en A de la force scalaire, le vecteur qui dirige cette force. Et donc, cette projection, le sens de cette projection, s'il est positif, ça vous indique la force, le moment de la force aura tendance à vous faire tourner dans le sens trigonométrique. S'il est négatif, ça vous indique que le moment de la force aura tendance à vous faire tourner dans le sens horaire. Donc, dans les premiers exemples, j'ai que le moment par rapport à delta de f va être égal à plus a multiplié par la norme de f, alors que dans les seconds, le deuxième exemple, le moment par rapport à delta de f va être égal à moins a fois la norme de f. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette technique du bras de levier? Parce qu'elle est très pratique, vous pouvez l'apprendre, l'utiliser de manière directe sans vous casser la tête. Et on va juste faire une petite démonstration, mais totalement optionnelle. C'est pour ceux qui veulent comprendre d'où ça sort. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de savoir l'utiliser, pas forcément de savoir leur démontrer, pas d'importance, c'est un outil, mais de savoir l'utiliser correctement. Mais comme moi j'aime bien comprendre d'où sortent les choses, j'apprécie qu'on me fasse cette petite démonstration, j'apprécierais en tant qu'élève qu'on me fasse cette petite démonstration. Si ça vous intéressait pas, si ça ne vous intéresse pas, passez à la suite. Donc, pour avoir la démonstration, on va repartir du moment en A de f. Ça s'écrit AM vectoriel f. Et je vais passer par un intermédiaire. Je vais dire que c'est AH plus HM vectoriel f, en appelant H le point, par exemple ici, ou là, le point le plus proche sur la droite tel que la droite HM soit collinaire à F, donc où HM et F sont collinaires. Et puis vous avez que AH est orthogonal à HM. Ça vous permet de savoir, H est en fait le projeté orthogonal de A sur la droite d'action de F, puisque ça s'appelle la droite d'action. Bon, donc H c'est le projeté orthogonal de A sur la droite d'action. La longueur AH, je vous le donne en 1000, ça va être le bras de levier. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez du AH vectoriel f plus HM vectoriel f. Or, comme par hypothèse HM il est collinaire à f, ce truc-là, ça vous donne 0 automatiquement. Et l'autre, en revanche, ça va être avec ça, c'est deux normes AH multiplié par la norme de f, car AH et f sont orthogonaux. Et vous savez que dans un produit vectoriel, quand les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est là où vous maximisez la norme du produit vectoriel, puisque normalement c'est la norme de l'un fois la norme de l'autre fois le sinus de l'angle entre les deux, ou la valeur absolue du sinus, comme on s'intéresse à la norme globale. Donc ça me permet de retrouver cette histoire de bras de levier, pourquoi est-ce que ça apparaît naturellement dans l'affaire, et comment l'utiliser par la suite. Donc ça, c'est la définition du moment d'une force. Après, on va passer à un couple de forces, ou ce qu'on appelle couple, c'est le moment d'un couple de forces, le moment d'un ensemble de forces dont la somme est 0. Donc on pourrait se dire que quand on a un ensemble de forces de résultantes nulles, à ce moment-là, ça n'a pas d'action. En fait, non, vous en connaissez un
très facilement. Quand vous apprenez à conduire, vous avez votre volant, et puis vous tournez, il y en a un, vous exercez une force vers le haut, l'autre une force vers le bas. Les deux forces sont opposées, vraisemblablement de même norme, donc vous avez une force totale qui va être nulle. En revanche, vous faites bien une action sur le volant, puisque vous avez votre volant qui tourne. Ça veut bien dire que vous êtes en train d'exercer quelque chose, d'avoir une action, malgré le fait que la résultante est nulle. D'ailleurs, c'est vrai, le volant ne bouge pas de son endroit, il reste toujours globalement au même endroit, il tourne sur lui-même. Vous avez une action sur la rotation. Donc, de façon générale, on parle de couple de force. Donc, pour un ensemble FI de force, on parle de couple de force si la résultante, donc la somme sur I de toutes ces forces-là, est nulle. Donc si vous avez une résultante nulle, on parle de couple de forces. Alors notez bien qu'on peut avoir plus que deux forces. Les physiciens sont assez ouverts sur la notion de couple, puisque vous pouvez avoir 3, 4, 5 forces, mais il est vrai que les cas les plus usuels, c'est quand vous avez deux forces, l'une dans un sens, l'autre dans l'autre sens, et que la somme fait 0. Elles sont opposées l'une à l'autre, et à ce moment-là, vous avez votre couple. Donc on parle de couple de forces si la résultante est nulle, mais que le moment de l'ensemble des forces, donc la somme des moments des forces, le moment, où la somme n'est que la somme des moments, on va mettre ça comme ça, que la somme des moments, donc c'est ça qui est appelé le couple. On parle d'un couple moteur, par exemple, c'est un ensemble de forces qui vous fait tourner et qui vous entraîne la rotation. Donc appeler le couple ne l'est pas. Donc ça c'est un petit peu bizarre, mais ça s'explique parce que justement il y a l'histoire du point d'application. Vous pouvez avoir deux forces qui se compensent globalement, mais qui n'ont pas le même point d'application. Bien sûr, à ce moment-là, ça ne peut pas être juste sur un simple point matériel. Vous devez avoir un ensemble de points matériels pour avoir plusieurs points d'application qui vont être des points d'application différents. Donc, l'exemple le plus simple, c'est que quand on a deux forces, exemple le plus simple, c'est que vous avez F appliqué en A et moins F appliqué en B. Donc on va appeler les points d'application A et B, donc les points par rapport auxquels je vais calculer les moments, je vais devoir les appliquer autrement. On va appeler P pour un point de pivot, et on va voir un résultat intéressant pour le couple, c'est que justement le moment ne dépend pas du pivot choisi. Alors, on note gamma le couple, c'est-à-dire la somme des moments, et vous voyez que je ne mets pas d'indice parce que tout simplement ça va être indépendant du pivot choisi. Donc si on prend, voilà, vous prenez un dessin, donc j'ai un point A, un point B, j'ai une force F là, j'ai la force moins F de l'autre côté. Je peux prendre un point P quelconque et calculer le moment de chacune des forces en P, faire la somme. Donc par définition, le couple gamma, c'est un gamma majuscule, ça va être le moment, on va l'écrire comme ça, le moment en P de F, plus le moment en P de la force moins F, qui s'exerce au point B. Donc j'ai PA vectoriel F plus PB, puisque
c'est B le point d'application de la force, la deuxième force, vectoriel moins F. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre le F en facteur, et donc, je me retrouve avec simplement PA moins PB, le tout vectoriel F. Et PA moins PB, bah, ça s'écrit en fait BA, et donc j'ai du BA vectoriel F. Donc, le couple résultant va être indépendant du pivot, et donc ne dépendre que de la force correspondante, et donc ça c'est indépendant du pivot P choisi. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis P dans la notation du couple gamma, et ne dépend que de la distance, enfin la position de B par rapport à A et l'orientation de la force F. Et vous voyez que dans la disposition que j'ai prise, où on a F qui est perpendiculaire à AB, je vais avoir un couple qui sera maximal, alors que si j'avais pris des forces F qui étaient par exemple différemment, donc si je les mets comme ça, si je mets F et moins F, ben j'aurai quelque chose de beaucoup moins important, puisque là aussi le bras de levier va être important, et je peux dire que ce couple-là, ça va être simplement en norme A fois la norme de F, avec A le bras de levier entre les points grand A et grand B, par rapport aux droites d'action des deux forces auxquelles ils sont chacun soumis. Voilà, donc ça me donne des points intéressants. Donc on peut peut-être détailler. Alors, les cas de nullité pour gamma. Alors bien sûr, gamma est nul si A est confondu avec B, c'est ce que je vous disais. Pour que ça puisse avoir un effet, il ne faut pas que vous appliquiez vos deux forces sur le même point, parce que bien forcément, si vous avez deux forces opposées sur le même point, elles vont pas le faire tourner. Vous avez gamma qui est nul s'il n'y a pas de force. Bon, ça c'est assez évident. Mais le troisième point, c'est si AB et F sont collinaires. Donc typiquement, si je prends ici mon crayon, si j'applique les forces à l'horizontale, ça va le faire tourner naturellement, mais quand il est entièrement horizontal, vous avez que la droite d'action de la force qui est horizontale aussi est collinaire au vecteur AB, et donc je me retrouve avec un couple qui va être nul, et donc naturellement mon crayon arrête de tourner. Si je le mets là, et que par exemple dans cette position là, et je vise toujours à l'horizontale, ça va me le ramener dans la position d'équilibre, et là pareil, toujours en tirant avec mes forces horizontales, je vais toujours me ramener dans la même position d'équilibre, et une fois que je suis à la position d'équilibre, il n'y a plus de rotation, parce que le couple va être nul, et donc va pouvoir garder cette position d'équilibre sans tourner plus. Alors, il nous reste encore deux petites notions avant que cette première partie soit finie, et qu'on passe sur les exemples classiques, typiquement le pendule simple, mais aussi ce qu'on verra le pendule de torsion, et puis le pendule pesant. Donc, on commence par la liaison pivot. Alors, la liaison pivot, ça fait partie des choses que normalement vous avez vues dans le cours de SI, mais on va redonner rapidement. C'est simplement une liaison par rapport à laquelle on a une rotation autour d'un axe fixe, et donc on a une pièce. Qu'est-ce qu'il me fait ? Pièce en rotation autour d'un axe fixe, et
quand vous avez une donc là, on peut déterminer d'abord plusieurs exemples. Exemple, bah, vous avez une porte qui tourne sur ses gonds. Vous avez le haillon de la voiture, donc le machin dans le coffre, là, vous avez le coffre qui s'ouvre de la voiture. Donc quand vous avez votre petite voiture, hop, c'est le truc qui va ouvrir comme ça, là, hop. Donc vous avez l'axe de rotation. Donc, dans votre liaison pivot, vous devez savoir savoir à quoi correspond l'axe de rotation. Quand vous avez votre porte, donc, vous avez la porte comme ça, puis elle va s'ouvrir. Donc vous avez un axe qui va être comme ça, c'est l'axe de rotation. Hop, ouverture de votre porte. Donc pour la liaison pivot, vous devez savoir préciser quel est l'axe de rotation correspondant, et quand vous êtes sur cette liaison pivot, vous pouvez déterminer si elle est parfaite. Alors, pas de couple, ou un couple nul, pas de couple intrinsèque. En revanche, bah, si vous prenez une porte dont les gonds qui est un petit peu rouillé, vous savez qu'il va être difficile de l'ouvrir. Mais si il y a par exemple des frottements, il n'y a pas de force globale qui arrive, puisque vous n'avez pas de déplacement dans l'espace, vous n'êtes pas encore en train de tirer votre porte, mais elle tourne sur son axe. S'il y a des frottements, il existe un couple résistant, dont il faudra prendre compte, dont il faudra tenir compte dans l'application du théorème du moment cinétique. Alors d'où est-ce qu'il vient ce couple? Si on regarde par exemple un gond, ça se représente comment? Bah, vous avez levez-vous, allez regarder une porte, comment est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas si vous avez déjà vu enlever une porte de ses gonds, par exemple, pour devoir la repeindre. Donc vous devez la soulever de ses gonds. Bah, dans le gond, vous avez une partie qui est enfoncée verticalement. Donc là, je regarde en vue du dessus de mon gond, et puis vous avez une partie sur laquelle le gond supérieur s'appuie. Et lors de cet appui, s'il y a des frottements, typiquement des frottements solides, vous allez avoir des forces qui s'exercent. Donc si on impose une rotation, par exemple, dans ce sens-là, vous allez avoir des forces de frottement. La partie supérieure va exercer des forces sur la partie inférieure, et réciproquement. Alors, il y a une force qui, par exemple, si vous avez la partie supérieure qui est en train de tourner, sur la partie supérieure s'exerce une force de ce côté-là qui va être par là, mais de ce côté-là qui va être par là, puisque vous avez la partie supérieure, là, celle qui est du côté droit qui va qui est en train du côté haut qui est en train de se déplacer vers la gauche, et de l'autre côté qui est en train de se déplacer vers la droite. Et donc à chaque fois, la force de frottement doit s'opposer au sens précis de déplacement à l'endroit où elle est. Et vous voyez que ça vous fait deux forces qui sont opposées l'une à l'autre. Et puis il y en a tout partout, c'est-à-dire que vous allez avoir la même chose ici et là, ici et là, etc. Donc à chaque fois, vous pouvez les mettre deux par deux, vos forces, elles exercent un couple, la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire que les frottements ne vont pas vous faire déplacer votre porte, mais le couple, mais qu'il va y avoir une résistance à la rotation, donc apparition d'un couple
donc la somme de tous les couples correspondants résistant à la rotation. Donc si votre liaison pivot n'est pas parfaite, si vous n'avez pas par exemple un roulement à billes qui garantit que la rotation se fasse parfaitement ou quasi parfaitement, à ce moment-là, il va falloir tenir compte de cette petite résistance à la rotation. On va pouvoir faire des modèles. S'il est constant, on peut avoir un couple, si c'est des frottements de type solide, on peut avoir un couple qui va être globalement constant puisque les forces de frottement ne dépendent pas de la vitesse. Si vous avez mis de l'huile pour essayer de fluidifier un petit peu, vous aurez plutôt des frottements de type frottement fluide, donc proportionnel à la vitesse de rotation, puisque chacune des vitesses de rotation, des vitesses linéaires au niveau des différentes parties du gond sont proportionnelles à la vitesse angulaire globale avec laquelle votre porte est en train de tourner, et donc vous aurez un terme plutôt proportionnel à θ point pour l'expression du couple, et on pourra rajouter ça dans l'ensemble de notre modélisation pour voir ce que ça donne. Bon, dernier point, le caractère des moteurs et des freins. Comment est-ce que ça marche? Donc, moteur et frein. Et le fait, qui n'est pas forcément évident de prime abord, mais le fait qu'il faille forcément s'appuyer sur quelque chose pour faire tourner, donc avoir un stator dans le moteur sur lequel on va s'appuyer. Et de la même manière, si on veut freiner quelque chose, il va falloir pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Bon, donc le moteur et le frein ont des fonctionnements qui sont inverses l'un de l'autre, qui on dit antagonistes. Le moteur va chercher à augmenter en valeur absolue la vitesse de rotation d'un système, alors que le frein va avoir tendance à la diminuer pour un système en rotation. Et dans les deux cas, il faut que vous preniez appui sur le stator. Donc il y a une nécessité d'un stator sur lequel prendre appui, que l'on veuille augmenter la vitesse de rotation, donc que l'on veuille augmenter en valeur absolue la vitesse de rotation, la vitesse angulaire de rotation. C'est ce qu'on appelle le cas moteur, ou que l'on cherche à la diminuer, toujours en valeur absolue. Et ça, c'est le frein, le caractère pour essayer de freiner. Bon alors, exemple simple, si je veux me lancer et tourner sur ma chaise, je suis obligé de prendre appui sur le sol est mon stator. Et là, j'ai un comportement de moteur qui fait que je m'appuie. De la même manière, la chaise finit par avoir une rotation qui est de moins en moins importante, parce que justement, dans ma liaison pivot n'est pas une liaison parfaite, et donc j'ai des frottements qui agissent à cet endroit-là. Et lors de l'action de ces frottements, il s'appuie sur quelque chose, il s'appuie sur le pied de la chaise qui reste fixe par rapport au sol, et c'est ce pied qui va pouvoir freiner. Si vous avez un système qui tourne vite, que vous essayez de l'attraper pour le freiner, alors déjà je vous déconseille fortement de le faire, ça risque de faire mal aux mains, mais imaginez deux cas, soit vous êtes bien campé sur vos pieds pour réussir à attraper le système, et à ce moment-là, effectivement, ça va râper au niveau des mains, mais vous devriez arriver à freiner. Soit vous vous dites, je saute et j'agrippe le machin qui est en train de tourner, et ben là, naturellement, vous allez vous faire entraîner comme coyote dans la plupart de ces expériences qui tournent mal. Il va se faire entraîner parce qu'il n'a pas pris appui sur quelque chose de fixe pour réussir à faire le freinage. Même principe pour un hélicoptère. Si vous prenez un hélicoptère, les débuts des hélicoptères ont été très difficiles à cause de ça, parce que quand le moteur fait tourner l'hélice, alors vous avez l'hélicoptère qui va essayer de
dans l'autre sens, qu'on appelle la conservation du moment cinétique. Je vous donnerai un petit exemple en cours. N'hésitez pas à me le rappeler pour que je vous le cherche et que je vous le montre. On a ça dans le labo de physique. Donc, cette conservation du moment cinétique fait que quand vous avez l'hélice qui tourne dans un sens, l'hélico a tendance à tourner dans l'autre sens. Au sol, c'est pas un souci, puisque l'hélico, il est encore les pieds au sol, donc le stator, c'est le sol, mais ça va se sentir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop qu'il glisse là-dessus, donc il commence à monter, mais si jamais, quand vous êtes en hauteur, en altitude, tout d'un coup vous demandez à ce que les hélices tournent plus vite, alors votre hélico va avoir tendance à tourner dans l'autre sens, en dessous. Ça, c'est empêché par le petit rotor que vous avez sur le côté et qui va réussir à contrecarrer cet effet-là, et il s'appuie sur l'air qui est perpendiculaire. Et donc, vous avez besoin de ce rotor stabilisateur pour que ça fonctionne correctement. Mais en tout cas, pour avoir un système qui vous permette de transmettre une rotation, vous êtes obligé de vous appuyer sur quelque chose. Ça se sent relativement bien, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, que ce soit Europa Park ou Euro Disney, le manège s'appelle les tasses. Vous êtes dans des tasses, et puis vous avez une sorte de volant devant vous, et puis alors il y a toutes les tasses qui tournent les unes par rapport aux autres dans le manège, et puis le but c'est de faire encore tourner votre tasse par rapport au sol en vous appuyant sur le volant. Et bien justement, vous savez que si vous vous appuyez sur ce volant, ça ne marche qu'à condition que vous ayez les fesses bien en place sur votre siège, pour que vous ayez un point d'appui correspondant qui va vous permettre d'entraîner le reste de la tasse en rotation autour par rapport au volant qui est fixé au centre et sur lesquels vous êtes en train d'appuyer avec vos mains. Et ça marche. Et pareil, quand vous vous arrêtez, si jamais vous vous levez dans votre tasse et que vous vous agrippez au volant, vous allez voir la tasse qui va tourner autour de vous, ou en d'autres termes, vous allez être entraîné par le volant et vous n'allez plus être entraîné par le reste de la tasse. Donc vous avez besoin d'un point d'appui qui soit un point d'appui fixe, donc un stator, pour prendre appui, que vous vouliez accélérer un mouvement, avoir un comportement moteur, ou le décélérer, avoir le même comportement qu'un frein.